8h27 sur LCI. Un petit tour par Washington avant de commencer notre interview politique, Jean-Baptiste. Ouais, franchement... Ah non, on me dit que non. Alors écoutez, non, il n'y aura pas de Jean-Baptiste Boursier, ce sera vous directement, Jean-Louis Bourlange. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes ancien député des Hauts-de-Seine, ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions à vous poser, notamment sur l'international, bien entendu, puisque vous le savez, tous les yeux sont rivés en ce moment sur les États-Unis. J'ose me risquer à vous demander un pronostic sur cette élection. Bon, écoutez, non, moi ce qui me frappe quand j'écoute toutes les chaînes, y compris la vôtre, c'est on a deux messages simultanés. Un, jamais ça n'a été aussi serré. Deux, Trump va gagner. Alors débrouillons-nous avec ça. Promis, la suite de notre interview politique avec vous, Jean-Louis Bourlange. On parlait de cette élection américaine qui, quand même, aujourd'hui, nous montre une certaine forme de fébrilité dans le discours politique. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'invectives, on a vu beaucoup de violence, verbale notamment. Est-ce que, selon vous, ce niveau de politique, c'est aussi ce qui attend la France dans quelques années ? Écoutez, oui, je crois que ce qui caractérise cette élection américaine, c'est pas que les scores soient très très serrés. On a vu ça, par exemple, avec l'opposition entre Al Gore et George W. Bush. Mais c'est la violence des prises à partie, donc l'extraordinaire hostilité d'un camp par rapport à l'autre. Et effectivement, on a eu un débat, une campagne qui a été d'une insigne faiblesse sur le plan des options, des réflexions, des projets. Mais en France, ça ne sera pas la même chose, parce qu'on ne raisonne pas de la même manière. Mais regardez ce qui s'est passé depuis le 9 juin. On a discuté de tout en France, sauf des options fondamentales pour le pays. On s'est éternisé sur des scénarios qui étaient très peu intéressants, de savoir si c'était Madame Untel ou Monsieur Untel qui serait Premier ministre. On a discuté des intentions présidentielles des uns des autres, du rapport de LR avec le bloc central, du rapport de Monsieur Glucksmann avec Mélenchon. Tout ça, c'était des problèmes de politiciens, des problèmes de boutique, des problèmes d'ambition personnelle. Or, les grands choix, jamais nous n'avons été confrontés en Europe et en France à des exigences aussi fortes en matière d'options européennes, sécurité, technologique, économique, sociale. On a d'énormes enjeux. Tout ça a été mis sous le tapis et on voit le Premier ministre qui essaie discrètement, point par point, de ramener des sujets sérieux sur le débat. Mais on a vraiment fait le vide. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles les Françaises et les Français se sentent mal à l'aise dans le système politique actuel, c'est ça. C'est l'incapacité des responsables à poser les problèmes dans les termes qui sont les nôtres depuis toujours en France, c'est-à-dire des termes de projection à moyen ou à long terme en fonction de choix qui nous engagent en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant que républicains. Tout ça a été effectivement masqué. Alors, de ce point de vue-là, il n'y a pas un décrochage aussi évident que ça entre les deux rives de l'Atlantique. Alors, il y a une petite musique en France. Certains disent que ce soit Donald Trump ou que ce soit Kamala Harris, ça ne changera rien pour la France. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas vous ne voyez pas les choses de cette façon-là. Est-ce que pour vous, il y a un danger qui peut venir des États-Unis en cas d'élection de Donald Trump ? Non, je crois que, bien sûr, il est évident que le style et les orientations de fond de Harris et de Trump sont pas les mêmes. Et que Trump, moi, j'ai énormément de mal en tant que citoyen français, habitué à faire de la politique d'une certaine façon, en ayant lu des livres, Raymond Aron, Charles de Gaulle, etc. J'ai énormément de mal à comprendre comment quelqu'un peut être séduit par Donald Trump. Mais il reste que les fondamentaux sont là. Les fondamentaux, c'est que les États-Unis ont choisi, alors ils le feront doucement, aimablement ou brutalement, mais ils ont choisi une ligne beaucoup plus protectionniste, une ligne beaucoup moins tournée vers l'Atlantique et beaucoup plus tournée vers le Pacifique. Ça, c'est vrai pour les deux candidats. Et c'est vrai des candidats. Et ils ont choisi de se désintéresser autant que possible d'un grand nombre d'enjeux géopolitiques qui sont précisément ceux que nous, Européens, nous avons à traiter. Parce que ce qui se passe de mal dans le monde, c'est à nos portes, que ce soit l'Ukraine, la Moldavie, on est passé à un cheveu, la Géorgie, le Moyen-Orient qui est tout près, ce qui se passe en Afrique, le crime organisé, tout cela, ce sont des théâtres de proximité pour nous, et ce qui me frappe,
c'est que, alors qu'on voit très très clairement ce que les Européens devraient faire, c'est leur incapacité depuis des années, l'Ukraine est exemplaire à cet égard, à faire ce qui doit être fait pour gagner cette partie. Je ne dis pas gagner la guerre, etc., mais faire simplement les efforts nécessaires, et pas simplement les efforts qu'on fait parce qu'il faut faire des efforts. Une question sur ce terrain, Monsieur Bourland. Vous savez que l'IRA, Inflation Reduction Act, a eu un grand succès aux États-Unis. C'est un aspirateur à investissement étranger. Absolument. Les boîtes allemandes, françaises traversent les investisseurs. D'ailleurs, l'épargne française, il faut savoir qu'elle est investie massivement aux États-Unis. Elle existe, mais elle traverse l'Atlantique. Ça attire les entreprises. 350 milliards de dollars, à peu de choses près, et un effet d'investissement de 3000. En Europe, on a Mario Draghi, qui nous dit, il faut mettre de l'argent sur la table. Aujourd'hui, il faut lever de l'argent ensemble pour réaliser à peu près la même chose, pour investir la transformation de l'industrie, la décarbonation de la production, etc. On est infoutu de faire ça. L'Europe, c'est pour le moment uniquement une Europe de papier. C'est-à-dire que là où il y a de vrais enjeux, elle est totalement absente. Absolument, je suis... totalement. Mais je crois que ce que disait l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en Europe, on sait très bien ce qu'il faut faire et on ne sait pas comment le faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas le mode d'emploi ou parce qu'on... C'est pas un mode d'emploi, c'est une question de responsable. De volonté ? C'est l'organisation, on s'est désintéressé de l'organisation elle-même. Il y a une seule Europe organisée, vraiment organisée, c'est l'Europe monétaire. On aime ou on n'aime pas, mais tout le monde était contre l'euro ou pour, mais enfin, tout le monde disait que c'était un truc assez dangereux. C'est la chose qui marche. On voit bien que quand on met vraiment le paquet pour faire des disciplines, pour accepter des disciplines communes et avoir un système qui marche, ça répond. Mais là... ça répond pas à la problématique. Alors, la problématique... L'Amérique, les Américains sont en train de nous braquer, pour reprendre une expression simple. Moi, j'ai vécu, je me rappelle, au début du siècle, l'agenda de Lisbonne, pas le traité de Lisbonne, l'agenda au début du siècle, on a dit l'Europe sera la première puissance technologique, d'innovation, etc. Ouais. Depuis, on s'est fait tailler des croupières partout. Et quand on voit le rapport Draghi, il est excellent et il dit à peu près ce que nous devons faire en Europe. Et on voit bien l'extrême difficulté à cause du dissensus. Mais l'Allemagne elle-même est divisée contre elle-même. Les Allemands et les Français ne voient pas les choses de la même manière. Les Allemands non plus. À l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis, il y a un problème, c'est qu'évidemment, sans doute, le point focal du rapport Draghi en termes de communication, c'est la notion d'emprunt. Et ça, c'est quand même vraiment agiter un chiffon rouge. Mais songez aussi au rapport L'État. Je veux juste dire un mot là-dessus. Rapidement. Le rapport L'État dit la même chose. Et il montre la nécessité, pour répondre à votre préoccupation, d'intégrer le système financier pour permettre d'avoir des vrais courants d'investissement en direction de l'Europe, alors que pour l'instant, les Américains pompent nos investissements, produisent et nous renvoient ça sous forme d'achat d'entreprises européennes. Revenons sur le terrain des élections une seconde, parce que si jamais Kamala Harris est élue, en tout cas qu'elle déclare l'être dans les premières heures, est-ce que vous craignez une révolte justement populaire dans le clan des Trumpistes qui pourrait aller au-delà de ce qui s'est vu en 2020 ? Écoutez, vous avez envoyé une grande partie de votre équipe aux États-Unis. Je crois qu'ils sont beaucoup mieux placés que moi pour répondre. Bien sûr, mais vous connaissez bien sûr tout ça par cœur. Je répète ce que je vois. Je pense que les troubles à Washington, sauf s'il y a des troubles de pillage, mais les troubles à Washington sont peu probables, parce que Biden tient évidemment le Capitole avec la garde nationale, etc. Les contestations vont être terribles, répétées, multiples, systématiques, animées par la mauvaise foi, nourries par des troupeaux d'avocats et appuyées sur un fond de violence qui fait que je crains beaucoup d'abcès de fixation sporadiques un peu partout aux États-Unis. Surtout si l'élection est disputée. Si Trump, paradoxalement, si Trump est élu avec une certaine marge, ça sera beaucoup plus calme, même si les démocrates vont réagir également, mais ils vont réagir pas de la même manière. Avec un infiniment moindre degré de violence. Jean-Louis Bourlange, vous restez avec nous, on va parler politique nationale dans un instant. Restez bien avec nous.
8h41, de retour sur le plateau d'Alcy avec Jean-Louis Bourlange. Il y a le vote du budget de l'Assemblée nationale qui est toujours en cours, qui peine, à trouver quelque forme d'accord que ce soit. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est vraiment le chaos qui se dessine à l'Assemblée? Écoutez, je crois qu'il faut quand même relativiser les choses. Les Français ont envoyé à l'Assemblée nationale une représentation totalement divisée. Elle est divisée en 3. À la limite, les affinités les plus grandes, c'est, sauf sur l'immigration, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et puis, on a un bloc central qui, des socialistes en réalité modérés jusqu'au LR modéré, serait relativement unis. Les uns seraient un peu plus sociaux, les autres un peu plus libéraux, s'ils n'étaient pas complètement gangrenés par les querelles de politiciens, par les attentes de candidature au présidentiel qui fichent un véritable bazar. Oui, parce qu'en fait, sur le principe, c'est divisé, mais c'est représentatif de la population. Oui, absolument, la population est divisée. On vient de parler des États-Unis en disant qu'ils étaient profondément divisés en 2 blocs. Nous avons un système analogue. Le bloc central qui a dominé à l'époque du bipartisme. Là, c'était entre les 2 éléments du bloc central que se faisait la lutte, a été un véritable pot de chagrin sous un certain nombre de facteurs. Hier soir, j'écoutais sur LCI très bon réflexe. L'analyse sur la métamorphose de Jérôme Fourquet, sur les métamorphoses, sur les changements de la société française, et je crois qu'il perçoit parfaitement les choses. Recul du christianisme, développement d'un individualisme exacerbé, notamment, ce sont des éléments absolument centraux. Et là, ce qu'il faut, c'est effectivement que les dirigeants, notamment du bloc central, mettent un peu vraiment sous boisseau leurs ambitions à moyen terme. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'aider le Premier ministre et de l'aider à avoir des idées. Je crois quand même que le travail que fait Michel Barnier est un travail qui, peu à peu, très lentement, permet aux Français d'atterrir dans la réalité. Parce que quand on partait du programme du Front Populaire comme référence, c'était dingo. C'est un programme complètement dingo. C'est un ensemble de promesses. Mais justement, vous avez soutenu la politique économique d'Emmanuel Macron. Là, on voit qu'on assiste quand même à un détricotage, c'est-à-dire augmentation des impôts sur les entreprises. On le voit d'ailleurs dans d'autres sujets. Mais quel regard vous jetez sur ça, sur ce côté? On efface tout, on recommence. Je crois que moi j'ai soutenu, et je ne le regrette pas, les aspects d'ailleurs souvent impopulaires de la politique d'Emmanuel Macron, ce qu'on appelle dans le vocabulaire classique le pro-business, quoi. Le soutien aux entreprises, la suppression de l'ISF, l'abaissement de l'impôt sur les bénéfices, et tout un ensemble de choses qui ont produit, la réforme du chômage, enfin, tout un ensemble de choses qui ont produit des effets très positifs en matière de lutte contre le chômage. 2 millions d'emplois créés. Mais ce que je n'ai pas, non mais je vous dis, ce que j'ai trouvé une carence absolument nette dans le fait qu'on n'a pas du tout modernisé l'appareil public, c'est-à-dire on est hémiplégique, on a soigné une jambe et on n'a pas soigné l'autre. On a donc un système public qui est exagérément coûteux par rapport à ses performances. Et là, on a tourné autour de ça sans réussir à le faire, c'est évidemment très difficile. Et troisièmement, je crois qu'on a géré très mal dans les 3 dernières années, et je l'ai ressenti, peut-être aurais-je dû le dire plus fort quand j'étais parlementaire, on a géré très mal la partie du quoi qu'il en coûte, qui était très bienvenue pour soigner, pour faire face à la crise du Covid, mais qui devait être circonscrite. On devait faire effectivement ne pas ménager les dépenses pour tout ce qui concernait le traitement sanitaire et social de la pandémie, mais on ne devait pas en faire quelque chose qui contaminait l'ensemble des dépenses. Ça, c'est une erreur d'où qui vient d'où? Ça vient de Bercy ou ça vient de l'Élysée? Oui, mais maintenant, ce que fait Barnier, ce qu'essaie de faire Barnier, c'est pas facile. S'il faut bien distinguer les deux, le calendrier. Quand vous êtes dans la situation où est Michel Barnier et le gouvernement français, vous devez agir vite.
Vous ne pouvez pas faire ce que j'ai dit en matière de réforme du secteur public en quelques semaines ou en quelques mois. Donc, si vous voulez envoyer des signaux forts, vous devez effectivement agir avec ce que vous avez, mais il faut que ce soit provisoire. C'est là où j'étais en désaccord complet avec l'amendement qui avait été voté la semaine dernière. En disant qu'il fallait pérenniser l'accentuation fiscale. On sait comment on rentre dans une politique de guichet, on ne sait pas comment on en sort. Je reprends la question de Foisy. Oui. Qui est responsable de la sortie retardée ? Qui est responsable de la sortie retardée. On a continué de distribuer de l'argent. C'est le président, Je pense que le président avait, depuis l'affaire des Gilets jaunes, une tendance à répondre à la crise par des subventions excessives, ce qui est une tradition bien française. Jacques Chirac n'avait pas hésité à faire la même chose, et je crois qu'on aurait dû réagir. Le truc caricatural qui m'avait fait hurler, c'était le fait de faire une prime pour faire ravauder vos vieux costumes. Oui, l'idée que l'État se mette à subventionner les fripiers. Chaussures, vélo. Oui, avec tout ça, le plan vélo, je suis tout à fait favorable au vélo, même si moi je n'y arrive pas à faire beaucoup de vélo, mais l'idée de mettre de l'argent public sur un plan vélo, c'était pas ça. Donc voilà, mais maintenant il faut réagir. Est-ce qu'il faut aller vite ? Est-ce qu'il faut aller vite, à votre avis ? Est-ce qu'il faut laisser les débats prospérer à l'Assemblée ? On voit bien, il y a des choses qui sont votées, des amendements, on sait très bien qu'ils ne seront jamais mis en application, puisqu'il y aura un 49.3 à la fin. Est-ce qu'il faut abréger les choses ? Est-ce qu'il faut aller vers un 49.3 tout de suite, avant d'aller au Sénat ? Je comprends, c'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, selon la formule consacrée. Je pense que moi j'ai toujours été favorable au bicamérisme. Je trouve que c'est un élément essentiel d'équilibre. Je suis un bon centriste de ce point de vue-là, un élément essentiel d'équilibre. Or là, qu'est-ce qui va se passer ? Je souhaite qu'on fasse plutôt jouer, enfin il joue automatiquement l'article 47, c'est-à-dire que le budget, avec ce déluge d'amendements qui est dingue, François Bayrou a fait un article dans le Figaro hier en montrant que les conditions dans lesquelles travaille l'Assemblée, c'est complètement dingue d'avoir des milliers d'amendements qui sont gérés en séance. Donc on va arriver au blocage. 47. On passe au Sénat. À ce moment-là, le Sénat, je crois, va s'organiser un dialogue entre le Sénat et le gouvernement. Ensuite, on aura un texte. On ira en commission mixte paritaire et là, on peut espérer que la minorité de l'Assemblée, la minorité ou la majorité relative de l'Assemblée et la majorité du Sénat aboutissent à un texte cohérent. Et ça sera déjà quelque chose d'intéressant. Et là, on fera jouer le 49.3 pour le faire passer à la fin. Mais je pense qu'il il ne faut pas priver le Sénat de démontrer, de la possibilité de démontrer sa capacité de compromis. Ça sera très bon pédagogiquement pour le pays. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Jean-Louis Bourlanges d'avoir été avec nous ce matin sur le 6-9 d'LCI.